avec des gants, des crampons, j'aurais été moins crétin. Et on espère que ça va se découvrir parce que tout à l'heure il y avait une belle lumière. Mais là, j'ai comme l'impression de me faire avoir quand même. C'est le risque d'avalanche se calme un peu, donc c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe en montagne. Là on est plein dans la thématique de notre ami Paul Bonhomme, c'est faire des choses esthétiques pour partager des bons moments. J'habite en face du Turia, une montagne qui forme un triangle parfait, une magnifique face nord-est suspendue. J'ai pu déjà la skier 2 fois, mais pouvoir l'observer tous les jours nourrit en moi une obsession d'y retourner. Au vu de mes rencontres précédentes, avec Matt et Paul notamment, cette face symbolise de plus en plus de choses pour moi. Une performance, un esthétisme, un art. Cette fois-ci, j'ai envie de la skier dès les premiers rayons du soleil, pour profiter de cette lumière rose magique des premières lueurs. Je vais partager ce voyage avec Xavier Caillol. Xav, c'est un ancien membre de l'équipe de France d'escalade sur glace, aspirant guide, et aujourd'hui il étudie un master en géographie sur l'impact du changement climatique sur le métier de guide. Un travail qui permet de comprendre l'histoire de notre sport, de nos montagnes et le futur qu'on peut se créer avec elles. Pour resituer le contexte, en fait, je fais un master de géographie et j'ai un projet de recherche sur 2 ans qui est financé par le Syndicat national des guides de montagne qui porte sur l'impact du changement climatique sur les courses les plus fréquentées. Mais en gros, c'est pas le but, c'est pas d'étudier juste quels impacts il y a juste sur le milieu, mais c'est plutôt d'avoir un volet vraiment social, de comprendre pourquoi et comment les guides s'adaptent justement pour continuer à aller dans ces courses-là ou au contraire pour les délaisser. Et après justement, à quels phénomènes ils ont à faire face et à quelles décisions ils ont à prendre justement quand ils sont sur le terrain. Les cailloux sont vraiment pas loin. Allez, je vais faire la Il va vraiment falloir regarder de la marge un peu, je pense. Ouais. Chargé par le vent, mais en même temps, tu sais pas trop. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est 3006 le haut, donc on a un peu... La question, c'est qu'est-ce que le vent a fait? Est-ce que ça a fait vraiment une neige compacte? Est-ce que c'est vaguelé? Est-ce que c'est resté poudre? Il y a un peu une interrogation sur... c'est dur à savoir, quoi. Bon, après, dans tous les cas, ça se skie là. Gaëtan, tu fais quoi? Je m'attaque au glacier. Ça va finir en... À plat d'eau. À toi. Regarde. Comme c'est lisse, comme c'est pur. Et c'est béton. Hein. Ça faudrait voir, mais je pense que c'est de la glace qui a 200 ans. Ouais, qui date de la dernière, du petit âge glaciaire, là, du dernier maximum glaciaire. Ouais. Donc là, tu es sur des glaciers de versant, c'est des glaciers à base chaude qui glissent comme la mer de glace. Et donc elle a dû se former en haut du Turia à peu près, je pense, vu le versant sur lequel on est, et descendre jusque là au fur et à mesure. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que ce caillou là, il arrive de là-haut. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pas ce caillou là, parce que tu sais les glaciers ils emmènent des cailloux avec eux au fur et à mesure. Donc le caillou c'est moins sûr, par contre la glace ça a été de la neige un jour en haut, ouais, ça c'est sûr. Et pour la petite histoire et la petite anecdote,
quand ils ont... c'est au milieu du 19e siècle qu'on a su que les glaciers, au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, là, pendant le Wurm, il y a 25 000 ans, ils allaient jusqu'à Lyon. Et en fait, ils ont réussi à trouver ça grâce à deux choses. Grâce à, d'une part, ce qu'on appelle des blocs erratiques. En fait, il y avait du granit dans le massif du Jura, alors que c'est qu'un massif calcaire, donc ils se sont demandé d'où ça venait. Et ils ont vu des roches qui étaient justement ces roches moutonnées qui étaient striées comme ça. Et les mecs, ils partaient du Jura et ils allaient jusqu'à Zermatt ou en Suisse pour aller voir sous les glaciers et pouvoir se dire ah bah c'est la même forme de roche, il y a les mêmes phénomènes, donc ça veut dire qu'un jour il y a eu les glaciers qui sont allés jusqu'à Lyon voir, et aussi dans le Jura, à tous ces endroits là, et c'est comme ça qu'on a découvert l'expansion des glaciers au maximum. Xav il filme pour chercher pour essayer de deviner la tête de la neige, mais de toute manière maintenant on est là hein. Oh non mais on va y aller. Ça crée aussi finalement un peu une demande que ça soit une adaptation de la part des guides ou des clients, et ça fait aussi une pédagogie à mettre en place. En été tu peux plus faire certaines courses glaciaires, etc. Comment ça se passe quand même? Ça c'est quelque chose qui se fait déjà ou qui va se faire justement à la suite avec ton travail? Alors en fait jusque-là on était sur un phénomène qu'on appelle de réaction spontanée, d'adaptation spontanée. Ça veut dire que en fait on prend des décisions sur le moment pour essayer de limiter les effets néfastes du changement climatique sur le milieu. Donc typiquement, je sais pas, un exemple tout bête, il y a des chutes de pierre dans le couloir du goûter. Et ben pendant un moment on va décider de plus y aller et après on va pouvoir y retourner. Ça va être des adaptations qui vont se faire de cette manière-là, qui vont être assez spontanées. Jusque-là on était dans ce phénomène-là, où on change la saisonnalité, où provisoirement on change une voie. Après maintenant justement on commence à se rendre compte que il y a aussi ce qu'on appelle une limite d'adaptabilité, c'est qu'on ne peut pas pousser le système, le modifier comme ça facilement aussi longtemps qu'on veut, et du coup on commence justement à réfléchir à déjà quels outils on peut mettre en place. Ça passe par de la compréhension du changement climatique, de la compréhension du milieu, et ça passe aussi par un peu comme ce qui a été fait pour la nivologie typiquement, et une compréhension vraiment des phénomènes et une formation auprès des professionnels mais aussi des pratiquants pour pouvoir interpréter les signes qu'ils voient sur le terrain. Donc les guides ou après les alpinistes restent quand même complètement maîtres de leurs décisions. Par contre on donne des outils qui leur servent justement à les accompagner, qui leur servent à prendre des décisions sur le terrain. Et je pense que ça peut ramener à du coup un peu la question que j'avais traitée l'an passé là, sur le boulot que j'ai fait, de pourquoi est-ce qu'on continue à aller dans certaines courses alors qu'on en délaisse certaines. Et en fait tu te rends compte qu'il y a tout un construit culturel, tout un imaginaire qui s'est fait autour de la pratique de la montagne, qui est basé sur une période en fait après-guerre en gros. Faut reprendre là, c'est un petit peu complexe et c'est un enchevêtrement qui est un petit peu long. Bon Xav, je te coupe, mais on voit ça après le ski. Ici là, le pont il est pas épais. Hein. Ouais. Je vais plus essayer de me foutre là. C'est bon pour toi? On est sur une neige froide compacte. Je m'attendais un peu à ça. L'avantage, c'est que ça se monte bien. Donc on va pas trop en chier. Ça skie bien, ça secoue les chaussettes, mais c'est un bon grip. C'est une neige qui est safe. Tant que c'est pas carton, ça se skie bien, c'est chouette. Lever de soleil sur l'arête. Xavier qui a repris la relève. Et là, mais derrière, c'est complètement le futur, c'est un autre monde. Ça commence presque à faire les lumières un peu sur le Mont Blanc là. Et moi je suis trop content parce que c'est un itinéraire que j'avais jamais fait, je suis encore jamais monté par l'arête. Ben voilà, hein. Sommet du Turia. Il n'y a plus qu'à attendre le lever du soleil. Je reste sans voix, c'est vraiment beau. Je suis vraiment content d'être là. Je sais pas quelle sauce on va être mangé sur la neige là, mais je suis vraiment content d'être là. Ok les gars, départ dans 5 secondes.
énorme, énorme. Like raindrops we were falling. Now I hear them calling. They become less move on. 'Cause if I show my love and dance through the night in the neon lights, love everybody. Take a chance, take it easy, let's roll the dice. Show my love and dance through the night in the neon lights. Love everybody. I'll be Excellent mon gars. Et merci, c'était trop bien. Oh, ça fait des cuisses de ouf hein. Ouais, j'ai la gerbe. En gros, l'alpinisme, on a retenu par exemple 1865, l'âge d'or de l'alpinisme et les grandes premières, mais à ce moment-là, la pratique de la montagne et de l'alpinisme, donc de la pratique de l'Alpe, c'est vraiment aller voir les sites pittoresques. On va voir la mer de glace, on va voir des sites comme ça, et du coup, typiquement, sur le travail, on a fait un travail sur les cahiers de masse de la Compagnie des guides de Chamonix. C'est en gros un cahier où est recensé toutes les courses que faisaient tous les guides chaque année, entre 1860 et 1970, et 1865, la course la plus vendue, c'est un aller-retour au Montanvert. C'est ce que fait le petit train maintenant. Et en fait, il y a eu, entre deux guerres, entre la première et la deuxième guerre, un peu un abandon de ce tourisme pittoresque. On avait fait le tour de cette question-là. Et du coup, les guides, avec notamment par exemple l'installation de trains comme le Montanvert, les guides ont vraiment eu peur et il y a eu une grosse crise et une grosse pénurie de travail avec une diminution importante des guides dans les compagnies des guides à cette époque, parce que justement, il fallait réinventer autre chose. Et ce autre chose, ça a été le modèle sportif qu'on a amené, qui a vraiment été marqué après la Deuxième Guerre mondiale. Ça correspond à des valeurs de société de l'époque. En fait, De Gaulle voulait une mise en loisir de la société, mais autour de notions de performance, du sport, mais qui soit utile à la société. Et donc, on a mis en branle un peu toute cette idée de performance. Et ça a été vraiment mis en avant par un personnage qui était homme d'État et qui a aussi fait l'ascension de l'Annapurna, Maurice Herzog, dont vous avez dû entendre parler, je pense. Et il a construit un peu toute cette vision de la montagne autour justement un peu de la performance, autour de grands personnages avec une vision assez pyramidale. Et les Lachenal, les Brébuffat ont servi justement à cette cause-là et à cette construction un peu de l'imaginaire de la montagne. Et c'est à ce moment-là, en fait, par exemple, qu'on a vu arriver des topos sélectifs, les 100 plus belles. Avant le Valo, il y avait toutes les courses dedans. Et il y en avait qui étaient dites mieux ou pas sans intérêt, mais il n'y avait pas de classement. Une voie nulle était mise comme une voie exceptionnelle. Et on a commencé à faire des sélections de voies et dire la pratique de la montagne, c'est tel truc. Par exemple, c'est les 100 plus belles de Rébuffat. Donc, c'est telle chose. Et c'est resté un peu, en fait, ça s'est mis un peu dans cette dimension sportive. Et ça a été vraiment facilité par une chose, en fait, c'est qu'entre les années 60 et 90, il y a eu une petite baisse de température très légère, une petite crue glaciaire, donc les glaciers qui reculaient jusque-là, depuis la fin du petit âge glaciaire, le 1860, ça s'est mis à progressivement reculer. À ce moment-là, ça a un peu réavancé. Et on a eu beaucoup plus de neige au printemps et en été, en moyenne et en basse altitude notamment. Donc ça a facilité l'installation des stations de ski, parce que du coup c'était tout simple, il y avait de la neige partout tout le temps, donc on pouvait faire du ski. Et ça a facilité grandement l'alpinisme. Et on avait surtout une condition très normée. T'en discutes un peu avec des vieux guides, ils te disent mais nous avant on voulait aller skier un itinéraire, on voulait aller grimper une montagne, mais on se posait pas la question de si c'était en condition, même pour la glace.
Et du coup, depuis les années 2000, on est dans une autre dimension, où du coup, il faut qu'on se pose la question des conditions. On se rend compte qu'entre 2 semaines, surtout en ce moment, on le voit bien, les conditions, elles passent de excellentes, à très faciles à très difficiles techniquement. Et donc, on ne peut plus avoir quelque chose qui est normé. Et du coup, c'est là que ça vient un peu mettre à mal ce modèle sportif, parce que le principe d'un sport, c'est de pouvoir établir des règles, des normes qui régissent l'activité et qui permettent de la comparer d'une fois à l'autre. Le foot, c'est ultra normé. C'est tout le temps le même ballon, tout le temps le même terrain, ça ne changera jamais en fait. Même avec le synthétique, maintenant, il n'y a même plus de boue sur les terrains. Donc, du coup, en fait, on est dans ce truc-là. Et c'est là que ça vient se confronter, l'alpinisme, c'est qu'il y a un changement climatique qui arrive et qui affecte le milieu à mort, qui vient complètement nous changer les itinéraires qu'on connaît et qui les change très rapidement. Et nous, on reste figé sur un modèle, qui est le modèle sportif, qui nous a été amené depuis les années 60, avec la progression du matériel, avec tout ça. Et en fait, on se retrouve en confrontation entre ce qu'on voit, nous, sur le terrain, et puis ce qu'on aurait envie de faire. Et la performance, et en fait, du coup, ça fait un peu une situation de frustration parce que ça marche pas tout le temps. Alors, il y a des fois, ça marche, c'est génial, comme aujourd'hui, voilà, c'est trop bien et on est tout content. Et il y a des fois où ça marche pas. Et donc ça, c'est un boulot qui a été déjà pas mal avancé, avec notamment l'idée de l'inscription de l'alpinisme comme patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO. Et en fait, il y a eu tout un travail qui a été fait pour dire que l'alpinisme, c'était pas un sport, que c'était une culture. Et que c'était aussi un art. Et là, du coup, on rentre dans un truc complètement différent. C'est que ça quelque part. c'est que du coup, tu peux venir complètement dans autre chose et tu peux sortir en fait une culture par définition elle est libre. L'art par définition c'est libre. Et du coup tu vois c'est un peu l'idée de ce truc là, c'est de se dire que peut-être, alors là pour le coup ça demande un gros boulot et ça demande une grosse réinvention un peu de tous les codes, mais en même temps ça s'est fait, tu vois, ça s'est fait dans les années entre 1900, ça a commencé 1908, 1910 à faire le bazar et ça a vraiment pris 1940 le modèle sportif. Voilà, tu vois, ça a pris l'espace de plus de 50 ans à modifier. Donc là, nous, on a une modification qui est en cours. Je pense qu'elle va prendre du temps, mais elle est déjà réelle parce qu'il y a de plus en plus de monde qui, justement, essaie de se sortir un peu de ses codes sportifs, essaie de se sortir de tout ça. En plus, si tu veux aller sur du sport absolu, du coup, tu rentres dans des notions de performance, dans du matériel ultra optimisé, mais qui, du coup, va être pas du tout durable, dans de l'entraînement, mais du coup, qui va pas forcément être bien pour toi et bien pour ta santé psychologique. Tu rentres dans un truc qui va pas, en fait, avec tout ce qu'on dit maintenant. Alors, certains disent la décroissance, moi, je préfère le terme Latour de prospérité, de rester dans un milieu prospère pour nous et qui soit habitable. Et du coup, à partir du moment où tu te détends un peu sur ce truc-là et tu te dis, attends, je passe une journée en montagne, on va skier le Turia, c'est top, on va skier le couloir là-bas, c'est top, on va juste glisser jusque-là, c'est trop bien. Elle est belle la vie, quoi. Et ça, je trouve, c'est une philosophie qui est quand même assez sympa.